Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu est un film réalisé par Guillaume Canet et sorti en France en février 2023. C'est la 5e adaptation en live de la bande dessinée d'Astérix au cinéma, 11 ans après la dernière, à savoir sortie en 2012, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté de Laurent Tirade. Et globalement, le film a été détesté par tout le monde. Enfin, par tout le monde, le film a été détesté par les cinéphiles et la critique et la presse spécialisée de cinéma. Quant au grand public, je sais pas. À l'instant où je tourne ma vidéo, le film a fait 4,5 millions d'entrées, ce qui indique un certain succès, et pour les quelques passants qui ont été interviewés pour avoir leur avis, plusieurs sont mitigés, plusieurs détestent le film, plusieurs aiment le film. Et moi perso, quand je suis allé voir le film 2 fois au cinéma, la salle était remplie d'enfants et de familles qui ont bien rigolé et passé un bon moment devant le film, ce qui était un peu l'objectif premier de cet opus, donc j'ai un peu envie de dire, pari réussi quoi, l'objectif est atteint. Et personnellement, j'ai vraiment bien aimé le film, dont j'avais fait une critique sur ma chaîne YouTube, dans laquelle j'avais également dit que je ferais une grosse vidéo pour revenir sur le problème d'Astérix et Obélix. Bon, quand je dis le problème d'Astérix et Obélix, je veux pas dire le problème de la bande dessinée et de l'histoire, ou même de Astérix et Obélix en général. Un petit peu quand même. Mais ça va surtout parler du problème des adaptations d'Astérix et Obélix au cinéma, plus particulièrement les films live. On en a eu 5 en 24 ans, dont 2 films d'animation sortis dans la décennie 2010, mais c'est surtout sur les films en live que je vais me concentrer, parce que les nombreux dessins animés qui sont sortis au siècle dernier, je ne les ai pas tous vus, donc je ne pourrais pas juger, et c'est surtout les films live qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis la sortie du premier en 1999. Et puisque justement on en parle, je vais en profiter pour évacuer directement une des plus grosses critiques que je n'ai jamais comprises sur Astérix aux Olympiques. Bon alors si je commence par Astérix aux Olympiques sorti en 2008, c'est pas parce que j'aime bien le film et que je le trouve personnellement injustement critiqué, mais c'est aussi parce que il regroupe un petit peu tous les problèmes liés à Astérix et Obélix et à leur adaptation en live. Les principales critiques des gens étant l'humour du film, dont je vais pas trop parler parce que c'est pas le sujet, mais surtout la quasi-absence des personnages d'Astérix et Obélix dans le film, aux dépens de la surprésence du personnage de Brutus, interprété par Benoît Poelvoorde, et de ses nombreux gags tout au long du film. Je sais pas quelque chose. Brutus est magnifique, Brutus est merveilleux, Brutus est héroïque, Brutus est généreux, il donnerait de l'or même aux plus démunis. Non, pas aux plus démunis, non, pas dire n'importe quoi non plus. Alors déjà, on va rétablir la vérité tout de suite, parce que faut pas se mentir, les personnages d'Astérix et Obélix n'étaient pas beaucoup plus présents dans le soi-disant parfait Mission Cléopâtre. Ils étaient bien plus présents à l'écran dans le film de 2012 Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, ou même dans Astérix et Obélix contre César. Tout simplement pour la principale raison que dans ces histoires, c'est le village des Gaulois qui est directement touché par les événements du film. Parce que oui, voilà l'un des premiers et principaux problèmes de l'adaptation en live d'Astérix et Obélix au cinéma, c'est que les scénarios des films live d'Astérix et Obélix se basent sur des scénarios de bande dessinée. Et les scénarios de bande dessinée, c'est des scénarios de bande dessinée. Bon, soyons justes, les bandes dessinées ont un scénario que j'appelle de type cyclique. À savoir, c'est le même type de scénario que vous retrouvez dans de nombreux dessins animés qui passent à la télé, comme Les Simpsons, Les Zinzins de l'espace, Oggy et les cafards ou Bob l'éponge. À chaque épisode, les personnages vivent de grandes aventures et souffrent de beaucoup d'événements, mais pourtant ces événements ne sont quasiment jamais réabordés dans aucun autre épisode, tout simplement parce qu'on dit que l'univers est rebooté, entre guillemets, à chaque épisode. Et au début de chaque épisode, on commence l'histoire avec l'univers exactement tel qu'il était au début. C'est un petit peu le même principe pour les bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Le but de ces histoires et de ces univers n'est pas d'écrire une grande histoire, une grande fresque épique avec des personnages qui vont évoluer et aller d'un point A et un point B, mais de profiter d'un univers pour parler de plein de choses et raconter des histoires sur le monde actuel et faire des blagues. C'est un petit peu comme un grand nombre de bandes dessinées françaises en fait, comme Les Schtroumpfs, Tintin, Lucky Luke, tout comme dans des séries d'animation,
À chaque tome, à chaque bande dessinée, les personnages vivent des événements extraordinaires, mais ne sont jamais réévoqués dans un autre tome. L'univers d'Astérix et Obélix est rebooté, entre guillemets, au début de chaque bande dessinée, pour profiter du status quo, pour raconter de nouvelles histoires. Et déjà, ça, de base, c'est problématique quand tu transcris ça dans un film live, qui, par définition, doit évoluer. C'est le principe d'un scénario de cinéma, le scénario d'une histoire de fiction, quoi qu'il en soit. On a une situation initiale qui est perturbée par l'arrivée d'un élément problématique, puis les personnages vont vivre des péripéties et en être changés pour réussir à régler ce problème. C'est la base. Sauf que dans les histoires d'Astérix et Obélix, bah c'est pas la base. Si vous avez lu bon nombre de bandes dessinées d'Astérix et Obélix, eh bien vous savez qu'il y a un certain schéma, une certaine méthode qui se retrouve de BD en BD. La plupart du temps, le scénario des bandes dessinées consiste à un étranger qui arrive dans le village des Gaulois et Astérix et Obélix qui doivent quitter le village, voyager dans un autre pays pour l'aider et revenir. Mais en eux-mêmes, les personnages sont très rarement affectés ou touchés émotionnellement directement par les événements qui se passent. Et ça c'est tout simplement parce que Astérix et Obélix sont les personnages principaux de cet univers, mais ils ne sont pas la base, ils ne sont pas le moteur et pas non plus le sujet, parce que les bandes dessinées d'Astérix ne sont pas faites pour ça. Les bandes dessinées d'Astérix ont toujours eu un but comique et satirique, utiliser l'univers des Gaulois de l'Antiquité pour parler de notre société actuelle. Astérix et Obélix sont là, ce sont les personnages principaux, parce qu'il en faut bien dans une histoire, mais en vrai, toute l'histoire d'Astérix et Obélix ne tourne pas vraiment autour d'Astérix et Obélix dans les bandes dessinées. Les personnages sont toujours impliqués physiquement, pour aussi dire, mais jamais psychologiquement ou émotionnellement dans aucune de leurs aventures en bande dessinée, excepté lorsque leur village est directement la cible d'une attaque dans les bandes dessinées. La seule fois où les personnages ont un peu été émotionnellement affectés par les éléments d'une histoire, c'est dans la bande dessinée La Galère d'Obélix, où la potion magique n'agit plus sur Obélix qui se met à redevenir un enfant. Et dans les films live, eh bien les seuls films où Astérix et Obélix ont été touchés émotionnellement impliqués par les événements de l'aventure, c'était dans le premier, parce que comme je l'ai dit, c'est un épisode où le village est directement attaqué et touché par les Romains, et dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, oui. Et dans le parfait Astérix Obélix Mission Cléopâtre, le plus gros investissement qu'ont les personnages, c'est Astérix qui tombe amoureux d'une fille, Osef, qui ne servira pas grand chose à l'histoire, si ce n'est à la fin. Oui, on ne voit pas beaucoup Astérix et Obélix dans Astérix aux Jeux Olympiques, mais en vrai on les voit tout aussi peu dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Parce que ces deux films respectent les histoires des deux bandes dessinées. Une histoire où justement Astérix et Obélix vont aider une personne étrangère et vont voyager dans un autre pays pour l'aider. Puisque ces deux films reprennent le schéma de bande dessinée où Astérix et Obélix vont voyager dans un autre pays pour aider une personne étrangère. Dans ces histoires-là, eh bien, Astérix et Obélix sont simplement des consultants qui sont là pour aider une personne étrangère, en l'occurrence numéro bis dans Mission Cléopâtre, qui était plus intéressant. Et dans Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, là aussi Astérix et Obélix doivent partir à l'étranger pour aider une personne étrangère, mais là les personnages sont un peu plus impliqués émotionnellement, là aussi à cause de coups de foudre, parce qu'ils sont tombés amoureux, mais ça impacte tout le récit, et ça impacte aussi directement la relation des personnages. Et ça c'est pas pour rien, parce que Astérix et Obélix l'Empire du Milieu est le premier film live à avoir un scénario original, et ne pas être adapté d'une bande dessinée. Et on voit tout de suite la différence. Donc oui, Astérix et Obélix n'était pas très présent à l'écran dans Astérix aux Jeux Olympiques, comme aussi dans l'Empire du Milieu, comme je l'ai beaucoup entendu, mais en vrai, ils ont jamais été à la base de l'histoire. Et au final, les films ne font que suivre les schémas des bandes dessinées. Parce que oui, j'ai vu aussi beaucoup de critiques dire que Astérix aux Jeux Olympiques ne serait pas du tout fidèle à la bande dessinée de base. Et puis j'ai aussi envie de vous dire que Astérix aux Jeux Olympiques est aussi fidèle à la bande dessinée que ne l'est Mission Cléopâtre à la bande dessinée Astérix chez Cléopâtre. Nous sommes romains. Romains? Et depuis quand? Depuis la conquête de la Gaule par Jules César. Bah ouais, je suis désolé, mais tout ça, c'est aussi dans la bande dessinée, hein. Notre druide a mis un colorant dans la potion magique pour piéger les tricheurs, comme toi. Voilà pourquoi la langue de tes chevaux est bleue. Même le coup de la langue bleue, ça y est, hein. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ouais, vous savez, j'ai beau chercher dans cette BD, mais je trouve pas du tout ce dialogue, hein. C'est vraiment bizarre. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, n'oublions pas que pendant la décennie 2010, nous avons eu non pas un, mais 3 films Astérix, dont 2 en animation.
Le premier en 2014 est directement adapté de la bande dessinée Le Domaine des Dieux, et le deuxième en 2018 qui est lui aussi un scénario original écrit uniquement pour le cinéma. Et ce qui est incroyable avec ce film, Astérix et le secret de la potion magique, que j'adore, je l'ai en DVD chez moi, c'est qu'il fait exactement la même chose que Astérix aux Jeux Olympiques. Parce que dans ce film-là aussi, Astérix et Obélix sont complètement secondaires, voire tertiaires à l'histoire. Ils ne servent quasiment à rien, puisque tout le film est entièrement centré sur la potion magique, et donc sur Panoramix. L'affiche du film ne s'en cache même pas en fait, Astérix et Obélix sont relégués au second plan, laissant la place à Panoramix. Et le pire, ce qui m'énerve le plus, c'est que beaucoup de critiques l'ont fait remarquer à l'époque. Bonjour à tous et toutes, il sera question dans ce vlog de Astérix et le secret de la potion magique, le nouveau film d'Astérix réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, également coécrit par ces deux personnes, qui d'ailleurs devrait pas vraiment s'appeler Astérix et le secret de la potion magique, il devrait s'appeler Panoramix et le secret de la potion magique, vu à quel point Astérix et Obélix sont anecdotiques dans l'histoire. Et oui, là les critiques sont faites avec amusement. Mais par contre pour Astérix aux Jeux Olympiques, là, c'est le problème capital, c'est le problème principal, c'est ce qui fait que le film est raté principalement. Mais pour le secret de la potion magique, là, bizarrement, les gens en rigolent, les gens s'en amusent. Bah oui, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas dire qu'un film est nul et lui chier dessus parce qu'il a fait une certaine chose, mais par contre, ne pas le reprocher à un autre film qui fait exactement la même chose. Est-ce que ce serait pas par hasard, parce que ce film, Astérix au Domaine des Dieux et le secret de la potion magique, serait réalisé par votre chéri Alexandre Astier? Non, c'est petite théorie comme ça. Et avec tout ça, j'avais envie d'aborder le deuxième problème d'Astérix et Obélix en vous posant une question très simple. Vous plaignez que Astérix et Obélix ne soient pas très présents dans Astérix aux Jeux Olympiques. Et à ça, j'ai envie de vous demander pourquoi vous voulez voir Astérix et Obélix? Parce que oui, vous avez tout à fait le droit de les aimer, mais il faut être honnête 2 minutes, c'est pas du tout les personnages les plus intéressants de la bande dessinée, de la France ou de la fiction. Parce que déjà, ils font un petit peu toujours la même chose dans toutes les bandes dessinées et dans tous les films aussi. Astérix et Obélix marchent dans la forêt et sont en train de discuter, Astérix et Obélix se disputent en s'insultant, Astérix et Obélix rigolent et Astérix et Obélix tapent sur des Romains. Et d'ailleurs, c'est exactement tout ce qu'ils font dans Astérix aux Jeux Olympiques, donc je vois pas qu'est-ce que vous auriez aimé les voir faire en plus. Imaginez un peu, si vous auriez dû écrire une histoire sur Astérix et Obélix, qu'est-ce que vous auriez écrit? Vous les auriez montrés en train de rigoler, en train de chasser du sanglier de manger, en train de se disputer comme à chaque film, et en train de taper sur des Romains. Et une fois que t'as fait tout ça, t'as un peu plus rien à raconter sur les personnages en fait. Donc honnêtement, je comprends totalement que des réalisateurs comme Thomas Langman et Frédéric Forestier préfèrent se concentrer sur des personnages secondaires comme Brutus, totalement inédits dans le film et avec lesquels ils peuvent faire ce qu'ils veulent, plutôt qu'avec Astérix et Obélix, personnages redondants, avec des gags déjà connus, et avec lesquels tu peux pas faire n'importe quoi. Pareil dans Astérix au secret de la potion magique, le film dure moins d'1h30, et si vous regardez, le film est beaucoup plus consacré à Panoramix, et aux personnages secondaires comme Sulfurix, Téléphérix et Pectine, personnages totalement inédits et inventés pour le film, personnages qui sont donc propres au scénario et au réalisateur, qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Là où Astérix et Obélix sont relégués au second plan. Et on va pas se mentir, c'était un petit peu la même chose dans le soi-disant parfait Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Parce que oui, je vous l'ai dit, dans ce film-là aussi, Astérix et Obélix sont tout aussi, voire encore moins importants dans le scénario que dans Astérix aux Jeux Olympiques. Et puis genre, 20 ans après, vous allez me dire que ce que vous retenez le plus dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est Astérix et Obélix. Bah oui, c'est vrai qu'ils ont été tellement mémorables dans ce film. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Ce tombeau sera votre tombeau. On me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Bah oui, c'est vrai qu'ils ont eu tellement d'actions iconiques dans ce film dont on se souvient, comme lorsque Astérix fuit le champ de bataille pour aller prévenir Cléopâtre pour qu'elle puisse arrêter la bataille à sa place. Ouais, je déconne même pas.
Quand je pense que plein de gens critiquent aux Jeux Olympiques parce que soi-disant Astérix et Obélix ne servent à rien dans l'histoire, comment on peut ne pas critiquer Mission Cléopâtre alors qu'on a littéralement une scène où Astérix doit aller chercher quelqu'un d'autre pour qu'il puisse arrêter la bataille à sa place parce qu'il ne peut pas le faire lui-même. Et oui, c'est Cléopâtre elle-même qui doit venir pour arrêter la bataille et donc arrêter le scénario et le film parce que Astérix et Obélix ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Le truc le plus utile qu'Astérix aura fait dans ce film, c'est nous prouver son inutilité. Même pour battre à mon beau-fils, c'est Numérobis qui doit le faire en buvant de la potion magique, parce que Astérix a laissé tomber sa gourde en partant. En fait, vous savez quoi? Je crois que j'aime pas vraiment Astérix et Obélix. Enfin, je déteste pas, hein. J'aime bien les films Astérix et Obélix contre César, les Jeux Olympiques et l'Empire du Milieu. Et j'aime bien aussi Astérix et Obélix et le secret de la potion magique. Mais parce que ce sont d'excellents films. Et aussi parce que Panoramix et le secret de la potion magique n'est pas du tout centré sur Astérix et Obélix. Mais en soi, ça n'a jamais été vraiment une histoire, des personnages ou des bandes dessinées qui m'ont beaucoup fasciné ou intéressé, même les dessins animés en fait. Alors que dans Astérix aux Jeux Olympiques, Astérix et Obélix ne sont pas très présents, certes, mais au contraire, ils font avancer le scénario, ce qui compense. Alors que dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix ne font pas avancer le scénario, ils réagissent au scénario. Quand mon beau-fils leur met des bâtons dans les roues. Mais sinon, ceux qui font avancer leur scénario dans Mission Cléopâtre, et bien justement c'est César, Cléopâtre et mon beau-fils. Astérix et Obélix ont rarement un impact sur le scénario, si ce n'est à la fin, pour chercher Cléopâtre, pour que ce soit elle qui a un impact sur le scénario. Et oui, la fin de Mission Cléopâtre est aussi grosso modo la fin de l'Empire du Milieu, où l'impératrice de Chine arrive avec son armée pour arrêter l'armée de César. Mais dans l'Empire du Milieu, Astérix et Obélix ont quand même eu plus d'action et d'impact sur le scénario, en allant libérer directement la reine emprisonnée et en participant activement à la bataille finale. Sans compter que dans l'Empire du Milieu, ils sont enfin traités comme des personnages. Et là oui, comme le scénario est un scénario original et non pas adapté d'une bande dessinée, ça aide. Et après, le plus gros problème de tout ça, qui est aussi un petit peu la somme de tous les autres problèmes d'Astérix et Obélix, le status quo. Parce que comme je l'ai dit, les scénarios des bandes dessinées d'Astérix ont un scénario qui se reboot entre guillemets au début de chaque bande dessinée. Ce qui veut donc dire que l'univers d'Astérix et Obélix ne bouge jamais, ne change jamais et reste toujours exactement comme il est pour continuer à raconter de nouvelles aventures mais avec la même situation et les mêmes personnages. Et ce problème de status quo de l'univers, ça crée aussi beaucoup de problèmes d'enjeux. Puisque comme l'univers ne change jamais et ne va jamais changer, du coup, comment croire aux enjeux du film ? Et c'était ça aussi un petit peu mon problème avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, le problème d'enjeu. Parce que oui, le plus gros enjeu du film, c'est que Astérix et Obélix doivent terminer la construction du palais pour César dans les temps, sinon, Numérobis sera tué. Gros enjeu du film, c'est empêcher un mec de mourir. Bon alors oui, ce serait mal et grave qu'il meure, puisque c'est un ami de Panoramix, mais après on ne voit même pas vraiment l'alchimie et la complicité entre Numérobis et Panoramix, et Astérix et Obélix n'apprennent pas à le connaître dans le film, donc on s'en fiche un peu. Mais oui, rien que ça, tu vois directement que ça vient de la bande dessinée, puisque le plus gros enjeu, le truc le plus grave qui peut arriver dans cet univers, c'est qu'un mec meurt dans un pari entre deux gouvernements. Mais après, j'ai envie de dire, même dans Astérix aux Jeux Olympiques, on avait de plus gros enjeux avec la menace de Brutus qui prévoyait de tuer son père pour reprendre le trône et l'Empire romain. Évidemment, il y a des bandes dessinées où il y a de plus gros enjeux, oui, comme le domaine des dieux. Et je parle même pas des enjeux cataclysmiques de Astérix et le secret de la potion magique. Et c'est peut-être pour cette raison-là qui fait que j'aime autant ce film d'ailleurs. Et comme je l'avais dit, c'est problématique dans un scénario de film, mais en vrai ça pourrait marcher, hein. Comme par exemple les anciens films de James Bond. Chaque film James Bond était traité comme une aventure à part entière de l'espion, sans jamais avoir d'impact sur le scénario principal ou sur les autres films. Cela a changé évidemment avec les James Bond de Daniel Craig qui ont amené un scénario se suivant de film en film, mais à la base, ça aurait pu marcher avec les films Astérix si les films se suffisaient à eux-mêmes sans vouloir chercher à faire évoluer leur univers et leurs personnages. À vouloir raconter une histoire qui évolue, qui change, dans un univers qui ne change pas avec des personnages qui n'évoluent pas, oui, c'est très très compliqué. Et donc c'est pour ça que pour arriver à être un succès et faire des entrées quand même, tous les films se rabattent sur de nombreux caméos et sur de l'humour. Et les moments où les films Astérix ou l'univers est le plus intéressant, c'est justement dans les films qui ont un scénario originaux. Justement parce que dans ces films, on a implanté la notion et le concept de changement, d'évolution. Rien que dans Astérix, le secret de la potion magique, une histoire où on remet en question Panoramix et le secret de la potion magique dans le village des Gaulois qui veut leur spécificité,
Mais ça aurait été impossible dans une bande dessinée d'Astérix, justement parce que ça remet en question le status quo de l'univers. Moi, avec la potion magique, je ne me serais pas contenté de préserver un malheureux village de 40 imbéciles à moustache. Avec une telle puissance, enfin distribuée à toute la Gaule occupée, nous aurions pu renverser Rome, arrêter toutes les guerres du monde. Rien que cette phrase de Sulfurix, par exemple, en entendant ça, tu comprends direct que t'es dans un scénario de cinéma. Et oui, c'est pareil aussi pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Parce que pour une fois, comme on ne s'est pas adapté d'une bande dessinée, et bien là, le scénario propose pour une fois quelque chose de nouveau, avec l'univers, et avec aussi les personnages d'Astérix et Obélix. Rien qu'au début, la blague avec la femme du chef, ça aussi, tu vois direct que t'es dans un scénario de cinéma, justement parce qu'on remet en question les personnages. Il est beau, le chef du village. On ignore les larmes d'une jeune fille blessée maintenant. Mais non, Mimine. Non, il n'y a pas de mimine. C'est quoi cet accueil pour nos amis les Chinois? C'est clair. Ah, tu parles d'une Gaule, toi? Tout ça pourquoi? Parce que c'est trop loin? Enfin, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est même pas toi qui y seras allé, hein. Bah non, c'est Astérix et Obélix comme d'habitude. Parce que même Idéfix, il voyage plus que toi. Attends, ça Idéfix, oh. Et justement, dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, on remet un peu en question les personnages d'Astérix et Obélix. Rien qu'avec au début, le choix de Astérix de ne plus vouloir boire de la potion magique. Mais j'ai le droit à rien, moi. Arrête ton chat, il y en a que pour toi. Non, il y en a pas pour moi. Il y en a pour toi. Non. Obélix, il peut pas prendre de potion magique. Obélix, il a pas le droit à l'amour. Oh, le pauvre Obélix. Mais moi, au moins, je suis fort. Ah, voilà. Merci. Et tu crois que c'est facile pour moi d'être toujours le plus faible? D'être dépendant d'une gourde? C'est bien fait. Voilà, mais je l'ai dit. Là où dans les autres films, la relation était toujours... pas traité, hein, comme je l'ai dit, hein, soit les personnages rigolent, soit ils se disputent. Là, pour une fois, leur relation est vraiment Là, pour une fois, leur relation est vraiment remise en question. Par exemple, il y a une scène que j'aime beaucoup dans le film, où on a Obélix qui va faire un flashback sur son passé. J'avais déjà dit dans ma critique, et oui, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce passage et ça m'avait surpris, quoi. Enfin, depuis 60 ans qu'on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles avec le fait que Obélix soit tombé dans la potion magique quand il était petit, c'est d'ailleurs le seul et unique trait de background sur ce personnage, et ben enfin, t'as un film où on te le montre, quoi, où on te montre Astérix et Obélix. Enfin, ce qui montre que leur amitié, bah, elle remonte de très loin, mais enfin, on s'intéressait un peu au passé des personnages, enfin, on montrait un peu les origines d'Obélix, et même si ça peut paraître anodin, mais le simple fait de montrer ça avec une petite scène, bah tout de suite, ça te met vraiment en phase avec les personnages, ça te permet d'être plus proche avec eux, quoi, alors que d'habitude, on fait que le répéter comme une blague, bah là, c'est un vrai truc, quoi, et Obélix, il sort pas ça de nulle part. En effet, ce que j'aime avec cette scène, c'est que Obélix se confie sur son passé pour se rapprocher de Tatane, la femme dont il est amoureux. Ce qui permet de montrer que le personnage est réellement sincère dans ses émotions, mais aussi d'approfondir un peu plus sa personnalité. Et d'offrir un joli moment aussi, soit dit en passant. C'est une sensation extraordinaire. Ça pétille dans la tête, puis après ça pétille dans tout le corps. C'est un peu comme quand on tombe amoureux, ce qui paraît. Mais après, ce problème d'univers et de status quo n'est peut-être pas si grave, puisque bah, la principale raison du succès des BD d'Astérix était justement son aspect social, son aspect commentaire sur la société et ses blagues. Chose d'ailleurs que n'ont repris aucun des films live. Les films live ont adapté les bandes dessinées, mais aucun n'a repris cet aspect de commentaire sur la société, sur le monde actuel, qu'il y avait dans toutes les bandes dessinées. Alors oui, on a gardé l'univers, l'humour, les personnages, la potion magique, mais est-ce que c'était réellement ça qui faisait le succès d'Astérix et Obélix? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est autre chose d'ailleurs, mais en tout cas c'était pour moi ça, le plus gros problème d'Astérix et Obélix. Et voilà, cette vidéo sur Astérix et Obélix est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à me liker si ça vous a plu. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!